Alors, normalement, la prochaine vidéo, c'est censé être sur Persona 4 Golden, mais écoutez, j'ai trouvé un taf, il y a eu le gros DLC de Persona 3 qui est enfin arrivé, j'ai fini ma première run de Baldur's Gate 3 au bout de 150 heures de jeu, alors disons que j'avais des priorités dans ma vie. Mais bref, histoire de me remettre un peu dans le bain des Persona avant d'attaquer le 4ème opus de la série, je pense qu'il est de bon augure de faire un petit épisode bonus sur le DLC de Persona 3 Reload, The Answer. Je précise d'avance que la partie gameplay ici sera bien plus courte que d'habitude, étant donné que ça reste une extension du jeu principal, il n'allait pas refaire le gameplay en entier. Par conséquent, si vous voulez savoir mon avis sur le gameplay même des combats, vous pouvez regarder ma vidéo initiale sur Reload. En attendant, qu'est-ce qui a changé ici ? Eh bien, regardons d'abord la partie qu'on voit directement dans les premières minutes où on peut toucher la manette, l'UI du jeu. Aegis n'est pas conçu pour marcher avec cette UI. Ça se voit. Littéralement, là où le MC arrive à devenir les contours du menu, Aegis n'est qu'un modèle 3D qui flotte dans le vide. La raison très simple de pourquoi Aegis ne peut pas fonctionner ici, c'est parce que la couleur qui va devenir transparente, c'est le noir. Ce que le MC porte sur une énorme partie de lui, là où Aegis est plus blanche que ceux qui crient au racisme quand ils voient Mualani avec une paire de maracas dans ses mains. Mais je m'égare. Ce que je veux dire, c'est que certes, les deux sont des modèles 3D qui flottent derrière le menu, mais là où le MC nous fait oublier que bah il est en 3D, ça fait bizarre de le voir la première fois d'ailleurs honnêtement. Aegis de son côté nous rappelle constamment qu'elle ne fonctionne pas pour ça, même inverser des couleurs transparentes n'aurait je pense pas marché car elle n'a pas assez de contraste au niveau des couleurs de son design pour fonctionner en tant que bordure. J'avais d'ailleurs vu l'avis de quelqu'un sur Twitter qui disait globalement qu'il adorait le fait qu'elle rentre mal car ça montre qu'elle essaye de combler le manque du MC en remplissant ce qu'il faisait avant, mais sans vraiment le réussir. Désolé si ce n'est pas exactement ça, je comprends ce qu'il veut dire, mais j'ai du mal à le traduire en français. Mais mes capacités de traduction mises à part, c'est vraiment une énorme gymnastique mentale pour dire que c'est flingué, hein. Je pense que les devs n'avaient juste pas envie de refaire tous les menus rien que pour elle, même la couleur du jeu de base est gardée, alors que la couleur du DLC est le même rouge que celui de Persona 5. Ils auraient pu faire une UI bien plus propre et bien plus adaptée, mais ils se sont contentés du minimum syndical en remplaçant un modèle 3D. Je trouve ça dommage personnellement, car quelque chose de, entre guillemets, médiocre, même si contextualisé parfaitement ou rendant parfaitement hommage ou lore ou je ne sais pas quoi, reste quelque chose de médiocre. Bon, je précise juste avant de passer réellement au gameplay que je dis médiocre, mais en comparaison des menus du jeu de base. Et les menus en eux-mêmes sont loin d'être mauvais, et bien au contraire, ils restent très beaux visuellement, ce serait complètement con de dire l'inverse, juste que par rapport à ce qu'on aurait pu avoir, je trouve ça quand même dommage. Bref, le gameplay est globalement pareil qu'avant, sauf qu'à la place de contrôler un Nemo aux cheveux bleus, vous contrôlez Aegis, qui a récupéré l'accès à la persona de... Attendez une minute... Eh mais c'est pas mon Orpheus! Aegis qui a récupéré l'accès à Orpheus à la place d'Athéna, parle-moi d'un échange de merde, pour une aventure cette fois-ci sans confident, ni gestion du temps. C'est... Tout de suite, plus rapide de résumer ce qu'il y a à faire quand on n'explore pas les donjons. Rien. Parle à tes potes, va acheter des trucs ou fusionne des personas et casse pas les couilles. Les donjons en eux-mêmes sont... soporifiques. Enfin, je veux dire, c'est Tartarus, mais avec des limites nettement plus visuelles que dans Tartarus, et des designs d'étages qui se répètent encore plus que les boucles de combat quand tu as une bonne persona d'enfin fusionnée. Sauf que Tartarus, même si c'est cool, on s'est tapé durant tout le jeu de base, et je dois dire que c'est vite saoulant de se le retaper. Au final, le plus gros changement, c'est que les boss de fin de donjon sont nettement plus violents que dans le jeu de base, et qu'on a Métis, la remplaçante d'Aegis, qui s'intègre au groupe pour être la Aegis qu'on a perdue en la contrôlant. Bon, c'est bizarre dit comme ça, donc on va le faire plus clair. Comme point de vue gameplay, Aegis devient le MC. Pour prendre la place perdue de Aegis, Métis vient prendre cette dite place. Voilà, on a couvert toutes les nouveautés côté gameplay. Passons à l'histoire.
Bloqués dans une boucle temporelle, la CIS se rend compte qu'ils avaient en réalité une très grande putain de cave habitée par un robot du nom de Métis qui veut initialement les buter. Ce qui, s'il n'y aurait pas eu l'intervention d'Aegis, ce serait fait, mais vu qu'Aegis est là et qu'elle est aussi un robot, elle arrive à la calmer et elle rejoint le groupe malgré les réticences d'Akihiko. Le groupe se met donc en route pour trouver des réponses. Ah, c'est pour ça le titre du LC, non. Le groupe se met donc en route pour trouver des réponses à ce qui se passe dans leur très grande cave et également parce que de toute façon, ils ne peuvent pas sortir de leur dortoir. Donc c'est soit ça, soit manger Koromaru. Et on ne mange pas Koromaru. Si le DLC s'appelle The Answer, cela dit, ce n'est pas par rapport aux éléments du jeu où on découvre un désert en dessous de là où les persos vivaient, mais par rapport à la mort du MC à la fin de l'aventure principale. Je vais revenir sur ce que j'avais dit sur ma vidéo sur P3, mais pour moi, dans cette fin, le MC il clamse pas, hein. Pour moi, dans cette scène, il s'endort juste sur les genoux d'Aegis après avoir enfin eu ce pourquoi il s'est battu durant cette année. En somme, enfin, un moment de paix. D'ailleurs, ses potes s'étaient apparemment aussi dit en premier lieu qu'ils s'étaient originellement endormis. Je vois bien que dans les phases du deuil, il y ait le déni, mais s'il aurait arrêté de respirer dans cette scène, il s'en serait rendu compte, je pense. Aegis, la première. Mais soit, j'ai entre-temps accepté scénaristiquement sa mort, sachant qu'Igor dit qu'il a trouver le sens de la vie, on peut se dire qu'il y a de quoi creuser, de quoi parler tout du long du DLC. Mais la plupart des events liés aux fins de donjon sont une porte qui est reliée au passé, souvent individuel, du groupe. Je m'en branle. L'histoire de Ken qui raconte son histoire à des flics qui ne le croient pas, je pense qu'on aura tous pu deviner comment ça s'était passé quand on a toute l'histoire entre lui et Shinji dans le jeu de base. La réaction d'Akihiko quand il s'était fait recruter par Mitsuru, pareil. Le pseudo-sacrifice de Mitsuru, vu comment elle a réagi à la mort de son daron, est-ce que c'est vraiment surprenant, etc., etc. Notre récompense pour réussir de gros challenges, c'est des scènes dont on connaît déjà intrinsèquement le déroulé. Comme le dirait un ancien top 1 FR de YouTube, pourquoi ? J'imagine que c'est là pour insister que le désert est là à cause d'eux, pour décrire aux paumés qui ont rien suivi, comment ils ont eu l'envie de se battre contre la putain de mort, et j'en passe, sauf que quand ça prend 90% du temps du DLC, je commence à songer à appuyer sur le petit bouton pour accélérer, moi. Au bout de la porte de trop, où c'est la raison d'Aegis qu'on voit, on a enfin la vraie réponse de pourquoi il y a un désert sous le dortoir des personnages, parce qu'ils n'arrivent pas à faire leur deuil. Sans déconner, c'est vraiment ça, ils doivent affronter leurs regrets qui se matérialisent sous la forme du MC, et c'est explicité que c'est leurs regrets et qu'ils n'ont jamais tourné la page depuis la cinématique de fin du jeu. C'est, je trouve, assez bien trouvé, même si je n'excuserai pas 10 heures redondantes dans des donjons procédurales pour ça, mais l'idée en elle-même est en soi très bien, j'ai rien à redire dessus. Une fois battu, comme elle fonctionne comme les ombres de Persona 4, puisqu'ils finissent tous par l'accepter, elle s'en va donc en leur donnant des clés qui, une fois réunies, peuvent les laisser se barrer de la boucle temporelle dans laquelle ils sont tous piégés. Sauf que Métis nous avertit que même s'ils peuvent désormais s'en aller comme si de rien n'était, ils pourraient également remonter dans le passé avant que la tragédie avec le protag ne se passe. Cela va découler à l'un des moments les plus injustement décriés de Persona, le Colisée. Pour faire simple, ce joyeux avec 15 guillemets groupe doivent régler la question de s'ils reviennent au présent ou au passé au plus vite, car leur boucle temporelle commence à se briser, et qu'ils n'ont pas envie de savoir ce qu'il va se passer si elle se brise alors qu'ils sont encore à l'intérieur. Sauf que ce groupe n'arrive pas vraiment à se décider sur ce qu'il doit faire, il va donc se séparer en 4 équipes qui ont chacun des convictions différentes sur ce qu'ils doivent faire. Aegis, Métis et Fuka qui n'ont aucune foutue idée de quel choix prendre, Akihiko et Ken qui pensent que le protag a décidé de clamser et qu'il faut respecter son choix. Alors, vous avez à peu près raison les gars, sauf que vous n'êtes pas encore censé le savoir. Junpei et Koromaru qui n'ont aucune foutue idée de quel choix prendre, mais qui savent qu'aucun n'est le bon. Mais quand même, ils ont en même temps un peu envie de revenir au présent, alors pourquoi vous n'allez pas avec Akihiko? Ainsi que Mitsuru et Yukari qui veulent revenir dans le passé pour au moins essayer de changer ce qu'il va se passer. Encore une fois, point de vue gameplay, c'est assez naze, sachant qu'on n'affronte pas réellement nos alliés, mais des versions remaniées d'eux, genre Mitsuru, Yukari qui ont Megidolaon dans le plus grand des putains de calme, mais point de vue histoire, je trouve ça incroyable. Techniquement, Aki et Ken sont ceux qui ont vu juste, sauf qu'il est encore trop tôt pour eux pour avoir raison. Dit comme ça sonne
complètement con, mais je vais expliquer. Le MC avait effectivement choisi de se sacrifier pour des raisons qu'on verra plus tard, sauf que au stade où ils en sont actuellement, ils n'en sachent foutrement rien. Ils mettent leur avis particulièrement biaisé sur le front de leurs potes pour les aider à aller de l'avant. Et j'aime bien voir ça comme le fait que notre mort dans le jeu de base a en quelque sorte rouvert leurs blessures et qu'ils ont du coup comme peur de comprendre réellement ce qui s'est passé, mais là c'est juste des spéculations de ma part sans argument derrière. Je trouve ça juste sympa de penser ça. Mais bref, Aki et Ken, même si ont raison, ne peuvent pas vraiment le prouver par A plus B à Yukari et Mitsuru, qui sont en plein trip à se dire qu'ils peuvent faire la différence face à la mort, alors que la première fois, ils ne pouvaient même pas se lever face à elle. Mais leur déni quand même toujours assez présent par rapport à notre mort, leur donne assez de courage pour penser qu'ils peuvent lui faire face. Je trouve le conflit assez bien amené pour y croire. Je n'y ai pas vraiment vu de problème de mon côté. À la limite, le fait que Junpei est vraiment ultra con, mais disons que ça va avec son personnage. Genre, vraiment, sa façon de penser fait qu'il devrait rejoindre Aegis ou Akihiko, pas faire cavalier seul. Je dirais rien sur le chien parce que le fraté est juste loyal envers lui, sachant qu'ils ont partagé une cinématique qui explicite qu'ils ont eu leur envie de se taper au même moment, même si c'est assez fragile comme explication. Au final, la caution « respirez un coup, touchez l'herbe et détendez-vous » sera pris de force par Aegis, qui, par le fait d'être le MC du DLC, va battre les 3 autres groupes, mais son idée qui se forme petit à petit sur le fait qu'il faudrait savoir ce qui s'est réellement passé plus tôt, que de venir sur une conclusion hâtive, est en soi bien faite au cours des combats, tout comme sa relation avec Métis qui se renforce particulièrement bien ici, cette dernière voulant qu'elle bute ses potes pour qu'elle soit saine et sauve. Ça crée juste un conflit sympa entre les deux. Voilà, c'est tout. Moi j'aime bien. Le Colisée se finit donc par la victoire d'Aegis, Métis et Fuka, qui expliquent leur plan que si la porte vers le marché ne s'est pas refermée, c'est parce qu'il y a encore un gros combat à faire, ce qu'ils vont aller chercher, trouver une gigaporte dans le désert, rentrer dedans et comprendre pourquoi le MC est mort. Pour devenir une porte, non ça c'est la blague de la commu, pour devenir Jésus-Christ. Non, sérieusement, c'est vraiment ça, comme il pouvait pas flinguer la mort, il a décidé de la sceller, mais pas pour qu'elle ne tue plus personne, pour que les gens arrêtent de vouloir mourir. C'est dit de manière assez subtile dans le jeu de base que si Nyx vient, c'est parce que les gens l'appellent, que tous ceux qui vivent souhaitent secrètement en finir, que ça se finisse. Pour éviter donc un autre scénario de fin du monde, il a décidé de sceller la mort pour éviter que ce truc qui représente l'envie de mourir de l'humanité ne puisse faire appel à Nyx. On s'est donc tapé 12 heures de jeu pour que la raison d'exister du DLC, que si le MC est canoniquement mort, c'est parce que l'humanité est plus suicidaire que lui. Ouais, bah je sais pas si ça me donne envie de fermer ou de rouvrir ma fenêtre, moi, cette histoire. Blague à part, c'est beau, je dis pas, mais quand t'es comme moi et que tu ne prends pas la fin de base pour sa mort, ça tombe un peu à plat. Une fois le truc tombé et la mort du protagoniste comprise par le groupe, ils sortent enfin de la boucle et ont droit à une petite cinématique sympa où Yukari propose de partager sa chambre avec Aegis dans leur futur dortoir. Fin. Est-ce que ça valait le coup de prendre 12 heures de ma vie pour ce DLC ? Non.